Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct, votre émission quotidienne, désormais tous les jours à 9 h. Aujourd'hui, je reçois Thierry Raspail, le directeur de la Biennale d'art contemporain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, cette 12e édition de cette Biennale est ouverte depuis jeudi dernier. Est-ce que vous avez déjà les premiers échos des gens? Qu'est-ce qu'ils vous disent? On a déjà de très très bons retours de la presse locale, nationale et internationale. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Hein. Et puis, on a un très bon retour, à la fois qualitatif et quantitatif. Je pense que ce week-end, ça s'est fort bien passé. C'est un week-end un peu exceptionnel. Oui, parce que j'en ai du patrimoine, donc ça marche toujours très bien. Non, avec très très bon retour, des œuvres extrêmement diversifiées, très jeunes. On a évidemment un public toujours très jeune, hein, le public d'art contemporain, et c'est un phénomène pas exclusivement lyonnais, mais européen, et situé entre 14 et 30 ans. Et nous, on a de 35 à 50% de notre public qui est un public de moins de 26 ans. Donc on a vraiment un lien avec la jeunesse, et pour nous, c'est important, sans négliger bien sûr les plus âgés. À chaque fois, lorsqu'il faut faire une biennale, il faut susciter la surprise, j'imagine, auprès du public. La surprise, c'est indispensable, mais nous avons à la fois une chance et une malchance. C'est-à-dire la chance pour surprendre, c'est qu'aujourd'hui l'art est à l'échelle du globe, donc j'imagine qu'en dehors de quelques spécialistes, peu savent véritablement ce qui se passe dans le sud de Sydney ou aux confins de Singapour. On sait déjà à peine ce qui se passe à Valence. Hein. Donc ça c'est pour surprendre, c'est assez facile. Par contre, il faut surtout organiser, proposer des choses parfaitement abordables, diversifiées. Et là, on a cette chance d'avoir une culture aujourd'hui Internet qui fait que les mix, les mélanges, les flux, l'humour sont bien plus appréciés, si j'ose dire, qu'il y a une trentaine d'années. C'est intéressant ce qu'on vous dit abordable, parce qu'effectivement, il y a encore une partie de la population, peut-être justement, peut-être un peu plus vieille, qui reste dubitative devant l'œuvre. Oui, j'emploie le terme abordable parce que précisément les médias, souvent, nous disent « alors, mon Dieu, cet art comme ça, réservé à une élite ». Oui et non, je veux dire, Uccello, Rembrandt ne sont pas des artistes évidents, simplement nous sommes extrêmement, pour ceux qui regardent ce genre d'œuvre, nous sommes assez liés, familiarisés avec ce genre d'image. Mais aujourd'hui, avec la publicité, avec les chats, avec les écrans qui bougent, avec les flux télévisuels, avec les sons qui sont partout, je pense qu'en tout cas une grande partie de la population est prête à comprendre, à aimer l'art contemporain sans, évidemment, et ça c'est profondément nouveau, sans passer par une soi-disant culture cultivée, où il aurait fallu connaître quelques philosophes et l'histoire de l'art. Il y a une culture un peu branchée, un peu geek dans l'art contemporain. Tout le monde est plus ou moins geek, c'est une affaire de degré, tout le monde est plus ou moins, en tout cas familiarisé avec des images d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un phénomène extrêmement nouveau, il y a une dizaine d'années. Mais on observe aussi que le grand succès des biennales dans le monde est lié aussi à cette culture visuelle nouvelle et à cette présence de l'écran. Mais nous ne négligeons pas, bien évidemment, tous les publics. À l'intérieur de nos murs, puisque nous avons une trentaine de médiateurs avec des médiations extrêmement différentes. Il ne s'agit pas de tenir un discours, il s'agit justement d'entretenir un dialogue et d'écouter le public qui a énormément de choses à dire et qui quelquefois nous surprend. Absolument. L'idée, nous avons oublié le principe un peu docte des conférencières du Louvre, que je salue au passage et qui sont en demeurant sympathiques. Ça, c'est pas vous, ça. mais non, l'idée, c'est de répondre directement à des questions qui concernent aussi bien l'art, l'esthétique en général, mais aussi des questions directement politiques. Parce que finalement, l'art contemporain, ça interroge plus que d'aller visiter le Louvre, selon vous? Il est extrêmement difficile de cibler un public. On parle souvent du grand public, mais en fait, on n'a que des regards individuels. Si vous êtes en province et que vous allez au Louvre, c'est un peu un rituel parce que vous êtes à la grande ville. Si vous êtes un historien d'art, vous allez au Louvre pour d'autres raisons. Ce qui est curieux, et je m'en réjouis, c'est que l'art contemporain qui présente des artistes absolument inconnus conserve cette espèce de curiosité pour le public. D'aucuns sortent étonnés, certains critiques, mais de moins en moins, et d'autres enthousiastes. Donc je me réjouis en me disant, bon, notre travail n'est pas inutile, mais je crois que cette culture, encore une fois, de l'écran y est pour beaucoup. Parmi les artistes invités, vous avez invité Jeff Koons, qui a un peu interrogé. Pourquoi inviter Pourquoi l'inviter dans une biennale? Est-ce qu'il a vraiment sa place? Alors, précisément, c'est parce que Jeff Koons, avec d'autres artistes un peu moins connus, n'était pas invité dans les biennales, parce que, si vous voulez, l'histoire des biennales, c'est un côté très marketing quand même, très design. Oui, bien sûr, mais les biennales s'interrogent
sur autre chose que l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, on le laisse au musée, c'est formidable. Aujourd'hui, ce sont ces liens avec des images, avec des intentions. Il y a un lien avec la publicité. Jeff Koons, il y a autour de lui une mythologie. C'est l'artiste qui est à peu près le plus cher du monde, donc il est immédiatement suspect. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une imposture? On dit qu'il plaît aux nouveaux riches, qu'on le retrouve dans les salons des nouveaux riches. Bien évidemment, c'est plus que les nouveaux riches. Vous avez aussi une grande partie de collectionneurs qui sont évidemment des collectionneurs fortunés, mais les grands collectionneurs du 18e et du 19e qui ont créé tous les musées d'Europe étaient aussi des collectionneurs fortunés. Mais ça, c'est un autre aspect des choses. Ça concerne le monde dans lequel nous vivons. Ouais. Et l'art contemporain ne va pas refaire la société, même s'il essaye de la modifier un tout petit peu. Jeff Koons est surtout, je pense, un grand artiste et il est souvent vu comme quelqu'un qui s'intéresserait à l'immédiateté, à l'imagerie. Et je pense qu'il a créé l'esthétique précisément des couches moyennes, faite de kitsch et d'intelligence. C'est une œuvre extrêmement simple et érudite, comme la publicité. Et là, il développe une esthétique biologique où il reprend des références dans l'histoire de l'art qui peuvent être visibles par quelques spécialistes, qui peuvent être visibles aussi par tout le monde. Je crois qu'on a affaire à un grand artiste. L'idée, c'est de l'associer avec des très jeunes. Et David Douard, par exemple, artiste totalement inconnu, qui est un artiste français vivant en France de 26-27 ans, que nous avons exposé avant Koons entretient un dialogue tout à fait intéressant. Il a une œuvre qui ne s'y compare pas, mais c'est justement dans une biennale le choix, l'association, la création, soyons modestes, d'un langage d'une œuvre à une autre qui fait que un sens naît. Ici, nous essayons de faire en sorte que le regard du visiteur se porte sur la façon dont les artistes construisent une histoire visuelle, qui est une histoire qui n'est pas celle de la télé, qui n'est pas celle d'Internet, qui est quelque chose qui se réfère bien sûr à l'histoire de l'art, mais qui ouvre sur des récits absolument formidables. Qui est d'ailleurs finalement le thème aussi qui est évidemment de votre biennale. Alors il y a des lieux traditionnels comme la sucrière, le MAC, mais il y a aussi des lieux un peu plus insolites, une église, Saint-Gilles par exemple. Oui, si vous voulez, moi je m'efforce de faire en sorte qu'à chaque édition, il y ait bien sûr 3 lieux, vous les avez cités, qui sont un petit peu les lieux références, mais je souhaite que le public, lyonnais ou non d'ailleurs, découvre un peu la ville et j'essaye de proposer des lieux inédits. Il y a 2 ans, nous étions dans une usine en périphérie. Voilà. Et là, cette année, il me semblait très important d'avoir une église, une usine, d'autant que nous sommes à Lyon. C'est étonnant parce qu'il y a un côté un peu anticlérical dans l'art contemporain de mettre... Oui, puis il y a un côté extrêmement pro-clérical. Je veux dire que tout dépend de la façon... Bien sûr, on a assisté dans les années 60, 70 à une idée générale où tout était mal, toute organisation sociale était critiquée, y compris l'Église. Mais là, je dois dire que nous avons rencontré des autorités ecclésiastiques complètement ouvertes, vraiment intéressées par l'art contemporain et surtout par cette question de la spiritualité. Et je pense que dans l'art contemporain, il y a quelque chose qui ressemble à du spirituel. On va dire que c'est plutôt un spirituel athée, mais il n'est en aucun point anticlérical. Et Tom Sachs a fait quelque chose d'assez fort et l'Église l'a accepté. C'est l'idée de présenter dans un lieu de culte, encore en activité, quelque chose qui se réfère à l'idée de l'esclavage. Nous avons tous été concernés par cette affaire-là. Et ça n'est pas parce que c'est dans une église que les choses deviennent dramatiques ou tragiques. En revanche, l'église, cette église qui appartient au patrimoine, donne une espèce de sérénité et de force à l'œuvre de Tom Sachs qui n'aurait pas cet aspect-là si elle était montrée par exemple au musée. La biennale qui se termine le 5 janvier prochain, qu'est-ce que vous voulez en faire de cette biennale de Lyon ? La mettre au niveau de toutes les autres biennales internationales ? Nous sommes actuellement associés dans un forum qui rassemble 30 biennales dans le monde, qui vont des biennales chinoises, coréennes, il y a celle d'Istanbul, celle de Sydney, etc. Et nous essayons de voir comment cette culture de l'écran, comment cette culture visuelle globale et chez nous quelque chose de prépondérant. Je pense que la Biennale est déjà, soyons prétentieux, soyons ambitieux, probablement dans le peloton de tête des 5-6 biennales internationales du monde, mais l'essentiel, c'est pas de renvoyer de l'image à l'extérieur, c'est aussi important. L'essentiel, c'est aussi d'avoir un ancrage local. Aujourd'hui, c'est le local et le global ensemble qui comptent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, hors les murs, en dehors de la Biennale, d'une part à l'échelle de la région, plus de 200 manifestations qui se déroulent pendant la durée de la Biennale. Et puis, nous avons un travail avec des amateurs dans l'agglomération qui est absolument formidable. Et là, la collaboration avec le Musée d'Art contemporain
contemporain est énorme puisque nous sortons plus de 50 œuvres qui sont présentées dans des souterrains, dans des abribus. C'est déjà la fin de cette émission. Thierry Raspail, juste un dernier mot, une idée du prochain thème de la Biennale? Bien sûr, mais ça reste encore un tout petit peu secret. Une petite indication. On va changer de mot et on sera sur des choses un peu plus contemporaines dans l'idée. Pour la contemporain, vous allez me dire. Absolument, mais je vous dirai tout ça dans quelques temps. Bon, écoutez, on reprendra rendez-vous. Merci beaucoup à Thierry Raspail d'avoir été notre invité. À très bientôt sur lyoncapital.fr. Dans l'autre direct, demain, je reçois Christophe Jourjon.